Bien, alors je vais vous accueillir en français. Merci beaucoup, merci à vous de nous retrouver aujourd'hui pour le lancement de cette revue assez exceptionnelle. Donc nous sommes ici avec Virginie Magna qui nous vient de l'Université de Colombie-Britannique au Canada et nous sommes en direct de l'Université d'Artois à Arras dans les Hauts-de-France. Alors je vais dire quelques mots d'accueil en français. Et là, pas de panique. Alors, donc, normalement, vous pouvez regarder dans un onglet en dessous. Pour la traduction simultanée, nous avons une traductrice qui est là euh, et qui va plutôt commencer son travail de traduction quand nous aurons notre invité Mathieu Ricard qui sera là à partir de 17 heures. L'introduction que je vais donner aujourd'hui, en fait, Virginie Magna va la traduire tout à l'heure, enfin, va dire son texte aussi en anglais, donc pas de panique. Voilà, et puis on voulait aussi que ce soit bilingue de façon à ce qu'on entende la musicalité de chaque langue. So just a quick translation. I don't know if it's working with Krikri, but if you need to hear it in English, please try to select the English interpretation at the bottom of your screen, the little globe, and hopefully it'll work. We'll try not to speak too fast and to make sure that Krikri has time to come in and translate. But as Nathalie was saying, I will speak in English after she speaks in French, so you won't miss anything. Alors, je suis très heureuse d'ouvrir cette rencontre internationale par quelques mots de remerciement et quelques perspectives. Dans un de mes derniers articles, je louais la mise en réseau qui crée des écosystèmes de pratiques de coopération. En effet, comment jouer sur les effets d'échelle entre communautés humaines et non humaines, dresser une cartographie poétique et politique multi-espèces attentive à la diversité. La métaphore du réseau mycélien, qui est circulation, collaboration, expérimentation et parfois rejet, était mon exemple d'écosystème. L'ethnocénologie, née à la fin des années 90, incarne ce réseau mycélien, inclusif et postcolonial, au-delà des poncifs, clichés et concepts érodés. Elle est entrecroisement, enlacement, rhizome, une connectivité invitant à se décentrer, à contextualiser, à situer les savoirs. À celui de Virginie Magnard et de Karianne Ling de l'Université de Colombie-Britannique et proposer cette publication qui reprend nos thèmes de prédilection. Ce numéro spécial se concentre donc sur la relation entre l'apprentissage dans les arts du spectacle et de la performance artistique et la notion de bien-être au sens large. Dans notre appel à contribution, nous avions invité des auteurs à aborder la pertinence des pratiques développées en art du spectacle causée par la pandémie mondiale, tiennent compte du bien-être des sociétés humaines diverses et variées. Nous souhaitions explorer, prospecter et envisager des stratégies qui nous remettent résistent aux conceptions néolibérales de l'histoire. Ce numéro comprend donc des contributions d'universitaires, d'artistes, d'éducateurs et d'activistes qui étudient de manière critique et réflexive Qu'est-ce qui se passe? politiques, écologiques et spirituellement autochtones et non occidentaux, répondant aux besoins urgents de reconnaître, de valoriser, de s'engager de multiples façons,
de savoir afin de décentrer, déstabiliser et décoloniser les paradigmes eurocentriques qui informent encore les systèmes de connaissances dominants. Ce qui ressort clairement de cet éventail culturellement diversifié de perspectives, c'est qu'elles élargissent et reconfigurent non seulement les compréhensions conventionnelles du bien-être, mais remettent également en question les conceptualisations établies des arts du spectacle, de la performance et possibilités alternatives pour leur approche perspicace, stimulante, édifiante et énergisante. Je tiens donc à remercier l'Université d'Artois, en particulier le laboratoire Texte et Culture, qui accueille l'événement aujourd'hui, Virginie Magna qui est juste à côté de moi, Karen Raghunathan, les éditions Routledge et la revue Theatre Dance and Performance, la Canadian Association for Theatre Research et particulièrement aussi nos conférenciers Eugenio Barba, Julia Varley et Mathieu Ricard qui nous fait l'amitié de nous rejoindre à 17h. Ainsi évidemment que tous les contributeurs de ce numéro. Ce lancement aujourd'hui marque le début d'une nouvelle étape d'une collaboration qui se déroulera dans le cadre d'une convention entre l'Université d'Artois et l'Université de Colombie-Britannique. Voilà, l'objectif principal étant une demande de subvention Open Research Area capitalisant sur nos travaux de recherche interdisciplinaires et interculturels en performance studies et en ethnocénologie. Je vois que je vois pas notre vice-présidente qui devait être là. Donc Virginie, c'est à toi. So thank you everyone for joining us today. We're really proud of this special issue, which is special because there are 38 contributors from 11 countries. So incredibly culturally diverse, including, and as Natalie was saying, indigenous and non-Western artist scholars, whom we are particularly happy, delighted, proud, and humbled by in terms of, they're sharing their work with us. So this special issue focuses on the relationship between performance training and the notion of well-being broadly conceived, which is what Nathalie was saying in French. In our call for contributions, we invited authors to address the relevance of performance-based practices within the context of the health crisis caused by the global pandemic, share decolonizing approaches to performance training that take into account the well-being of culturally diverse communities, and point to strategies that challenge and resist neoliberal conceptions of creativity and performance as hallmarks of capitalist productivity, adaptability, and efficacy. This issue therefore includes contributions by scholars, artists, educators, and activists who critically and reflexively investigate the cultural, social, political, ecological, and spiritual dimensions of performance training modalities that have the potential to foster, enhance, restore, and sustain the well-being of practitioners, audiences, and other or more than human participants and collaborators. We are especially honored to feature the work of Indigenous and non-Western artist scholars responding to the urgent need to acknowledge, value, and engage with multiple ways of knowing so as to decenter, unsettle, and decolonize Eurocentric paradigms that still inform dominant knowledge systems. What clearly emerges from this culturally diverse range of perspectives is that they not only expand and reconfigure conventional understandings of well-being, but they also call into question established conceptualizations of performance and training, thereby opening up alternative possibilities that offer invigorating beyond the disciplinary boundaries, decided to join the webinar today. I hope you enjoy it, and we're really honored to have Eugenio Barba and Julie Varley and Mathieu Ricard to be our keynotes, because Nathalie was somebody who actually contacted them and said, I want to do an interview with you, and their interview is published in a special issue.
We're going to have very little time to cover what's in the special issue today. We're giving everybody up to 3 minutes, and we have a timekeeper in Liz Saville, who's our project manager for the research cluster, and who will be sending you a little note that you have 1 minute left, just to make sure that we're fair and inclusive, and everybody has some time to introduce what they contributed to the issue. And I think it's especially exciting for all of you because, of course, the issue just came out, so I'm sure you haven't had time to read it yet. For those of you who contributed to it, to know what others, have contributed to this publication, but also for, of course, our audience members. I hope that you will feel like you need to rush and go read it online as soon as possible to really find out more about, what's in this very rich publication, because we can only cover very, very little today, but I hope it'll be a nice teaser for everyone. Donc, ce que je disais, c'est que j'espère que vous allez en profiter pour aller lire notre édition spéciale en ligne. On peut faire très peu aujourd'hui parce qu'on a 3 minutes maximum par personne après nos keynote speakers, après nos invités d'honneur. Donc, ce sera un petit avant-goût, mais on espère que ça va vous donner vraiment envie d'aller lire cette édition spéciale, tout à fait spéciale comme vous allez le voir. Bien écoutez, nous allons commencer. Nous sommes pile à l'heure, 16h15. Formidable, n'est-ce pas? Pour écouter donc notre première conférence, Eugenio Barba et Giulia Varley. Voilà, nous les avons conviés parce que pour moi, il était évident d'avoir Eugenio et Giulia dans ce numéro spécial, puisque vous avez entendu évidemment les thématiques qui ont été développées dans cette revue. Et je les invite en fait à présenter leur fondation, Barbara Varley Foundation. Eh bien écoutez, je vous donne la parole tout de suite. Donc nous avons publié un petit entretien et voilà, Eugenio et Giulia vont nous présenter les activités de leur fondation. J'ai commencé à faire du théâtre pour me sentir bien. I started doing theater to feel well. On peut dire que des besoins personnels m'ont poussé à choisir cette profession pour rencontrer la possibilité de le réaliser. One could say that I started doing theater so as to be able to realize what I had wanted to do. Mais d'un côté, il y a ce bien-être personnel. But on one side, we have this well-being, which is personal. Cette recherche d'un équilibre intérieur. This research for an inner balance. Cette capacité de convivre avec soi-même les limites et les défaillances. This capacity of being able to live with oneself, the limits. Et en même temps, se confronter au contexte professionnel. And at the same time, to be able to confront oneself with the professional level. Dans le contexte du théâtre. In the context of theater. Qui est comme une ville. Which is like a city. Quand vous entrez dans le théâtre, vous entrez dans une ville qui a des rues. If you enter a city, you enter a space which has streets. Qui a un sens unique. With some one-way streets. Il y a des quartiers riches, des périphéries. You have some rich neighborhoods, some peripheric neighborhoods. Il y a des immeubles monuments et tout ça. You have some places which are like monuments. Et on est obligé d'accepter l'urbanistique et les règles de cette urbanistique. And you have to accept the rules of this urbanistic place. Alors, on se trouve vis-à-vis un système de production. So one is in the face of a system of production. Qui parfois ne prend pas en considération le bien-être personnel de l'acteur. That at times does not take into consideration the well-being of the actor. Au contraire, il y a des situations où on trouve un bien-être, mais
dans la ville du théâtre, mais en oubliant certaines nécessités qui But on the existaient. other side, to the opposite, one finds a well-being in this city of theatre, but which forgets some needs, some particular needs Qui nous appartiennent, that belong to us, qui caractérisent notre individualité unique. that are characteristic of our unique individuality. On pourrait parler de notre identité, One could speak of our identity, mais en réalité, il s'agit de notre différence but in reality, it has to do with our difference et la conquête de notre différence vis-à-vis au contexte And the social. and the conquest of our difference in face of the social context Au niveau individuel ou au niveau professionnel, hein, at an individual or professional level, ce qui permet de vivre ou de réaliser cet équilibre entre le bien-être personnel what allows us to live this difference at a personal level et le contact et l'immersion dans le contexte social. is the contact and the immersion in the social context. Moi, j'ai eu la chance de ne pas être accepté dans la ville du théâtre. I have had the fortune of not being accepted in the life of theatre. Ainsi que je n'ai pas eu besoin de m'adapter au loin. So I did not have the need to adapt. Mais j'étais dehors. J'étais campé à la périphérie, en dehors des villes. So I was outside, like camping outside the city. Et j'ai créé une compagnie de théâtre qui était une compagnie d'amateurs. And I created a theatre company that was an amateur group. La première chose que nous avons pu réaliser, c'était une richesse. The first thing that we could achieve was a richness. Une richesse de temps. Nous pouvions utiliser tout le temps que nous voulions pour préparer un spectacle. We had the richness in time. We could use all the time that we wanted to create a performance. Mais en même temps, on avait la sensation que ce que nous faisions était But at the same time, we had the feeling that what we were creating c'était quelque chose qui satisfaisait des nécessités profondément individuelles. it was something that was satisfying needs which were deeply individual. Parce que tous mes aspirants acteurs étaient de jeunes réfugiés à l'école théâtrale. Because all my aspiring actors were people who had been refused to the theatre school. Seulement une chose nous unissait, Only one thing brought us together, l'exclusion. being excluded. De cette exclusion, nous avons fait un lien. From this exclusion, we made a connection. Mais de ce lien qui en même temps devait satisfaire certaines nécessités personnelles, But this connection that could satisfy some personal needs se réaliser, se manifester à travers une discipline artisanale. which was achieved and made through a discipline which was of the craft. On pourrait dire que pour moi, le théâtre One Et- could say that for me, theatre est un métier, une profession, un savoir-faire is a profession, a know-how, qui, d'un côté, est acquisition et absorption d'un savoir, that on one side is the acquisition of a knowledge, d'une expérience pratique, of a practical experience donc qu'on peut transmettre. that you can transmit. Et de l'autre côté, c'est la réalisation de certaines forces obscures And on the other side, it is the achievement of certain dark forces qui caractérisent l'irrationalité ou le monde intérieur de which chacun de nous. characterize the irrationality of the inner world that each of us has. Mais le métier, on pourrait l'appeler la thérapie, But the profession, the craft, one could call it the therapy, on pourrait l'appeler le défi qu'on se pose à soi-même, or one could call it the challenge that you pose yourself. on pourrait l'appeler l'alpinisme pour atteindre la fête
le sommet de l'Everest de tes possibilités, that alpinism to reach the top of your possibilities, mais toujours en respectant essentiellement deux points de vue. but always respecting at least 2 points of view. Tu dois donner le maximum You have to give the maximum, et tu dois toujours lutter pour préserver ta différence and you always have to fight, to struggle, to keep your difference à l'intérieur du groupe de théâtre. within the theatre group. Donc, toute mon histoire est une histoire de confrontation So all my history is a history of confrontation avec des acteurs qui ont grandi, with, qui ont grandi, with actors who have developed, avec la capacité de se confronter avec un metteur en scène assez rigoureux et fort, with the capacity of confronting a director who was quite disciplined and strong. nous avons eu des conflits, We have had conflicts, mais on les a toujours résolus à travers la thérapie du travail. but we have the therapy of work, Pas de discussion. not discussion. Montre-moi que ta proposition Show me what your proposal is. est plus efficace pour les spectateurs ou pour le contexte de la phase du travail, If it is more effective for the spectators or for the phase of work, et on va l'accepter. then one accepts it. Je n'ai pas de méthode. I don't have a method. Je n'ai pas une vision de théâtre. I don't have a vision of theatre. Pour moi, le théâtre, c'est un refuge, For me, theatre was a refuge, un hospice pour vieux, a hospice for old people, un réservat. a reserve. Heureusement, la société le traite comme un bien culturel. Happily, society treats it as a cultural good. Pour moi, mes camarades qui proviennent de différentes nations et n'avons pas une langue en commun, And for people that come from different nations and we don't have a common language, pour moi, le théâtre vous la possibilité de faire croître des racines dans le ciel. for me, theatre was the possibility of making roots grow in the sky. Et non parce que j'ai des visions spirituelles, And not because I have a spiritual vision, mais parce que je crois dans une seule valeur. but because I believe in just one value. Ce que tu fais, tu dois le faire avec toi-même et le meilleur possible. What you have to do with yourself and giving the best possible. J'ai travaillé de cette manière pendant 58 ans. I have worked in this way during 58 years. Toute l'histoire de l'Odin Théâtre comme laboratoire, c'est l'histoire d'une invention de nouveaux systèmes de production All the théâtrale. history of Odin Theatre is the history of an invention of a new form of production, system of production. L'Odin Théâtre démontre que le théâtre n'est pas le spectacle qu'on présente chaque soir. Odin Theatre shows that the theatre is not the performance that one shows every evening. Le théâtre peut être un milieu où les différences utilisent le savoir-faire du métier théâtral The theatre can be the place where you show des milieux. the environment, where you show the differences of the people which are involved, Et qui peuvent canaliser tout leur savoir-faire and that can channel all their know-how dans la création artistique, le for, spectacle, for the artistic creation, which is the performance, la pédagogie, pedagogy, la confrontation avec d'autres subcultures à travers le troc, facing other cultures through barter, la recherche pure comme l'anthropologie théâtrale, par exemple, la expressivité, the pure research like theatre anthropology and free expressivity, le travail dans la communauté, the work in the community, des possibilités de convivence pédagogique particulière, comme par exemple cohabitation. the possibility of living together in particular ways, like, for instance, the cohabitation. Mais tout cela, But all of this il avait toujours une autre dimension pour moi. always had another dimension for me.
je voulais changer quelque chose. I wanted to change something, Non la société, not society, peut-être une seule personne. maybe just one person. Mais j'ai travaillé pour changer une seule personne. I worked to change one person. Je sais pas. Une chose est sûre, j'ai changé moi-même. And one thing is sure, I changed myself. Sûrement, quelqu'un d'autre aussi a été influencé. I think that some others have also been influenced. Et il y a quelques années, And some years ago, je me suis rendu compte que bientôt je devais terminer l'aventure de l'Odin Théâtre. I realized that soon I would have to finish the adventure of Odin Theatre. Les acteurs qui m'ont suivi pendant toute leur vie, 55 ans, 50 ans, 40 ans, The actors who have followed me all their lives, 57 years, 50 years, ne pouvaient pas avoir la même énergie qu'on doit avoir quand on est jeune et Oui. rebelle. one could not have they could not have the same energy that one has to have when one is young and rebel. Et alors m'est venue une idée avec Giulia Varley, And so I got an idea together with Giulia Vari, c'est-à-dire que c'est Giulia qui m'a donné cette idée. or rather it is Julia that gave me this idea. Giulia est très engagée dans la situation des femmes dans le théâtre. And Julia is very engaged in the situation of women in theatre. Elle a participé dans les années 80 à la création de ce réseau qui s'appelle Magdalena Project. She participated in the 80s in the creation of the network which is called Magdalena Project. Et il y a quelques années, sa mère lui a donné une petite hérédité. And some years ago, her mother gave her a small inheritance. Je lui ai dit, mais tu n'as pas de mari, tu n'as pas de fils, tu vas donner ça à ton frère? Non. And I said, you don't have a husband, children. Are you going to give this small inheritance to your brothers? No. Créer une fondation pour aider et donner des bourses d'études aux femmes. Create Dans a le théâtre. foundation to give some grants, scholarships to women. Et il s'est laissé séduire par cette proposition et a commencé à essayer de créer une fondation au Danemark. And she let herself be seduced by this idea and to create a foundation in Denmark. Et qu'elle pensait liée à le Nordisk Theater Laboratorium, Which she thought in connection with the Nordisk Theater Laboratorium, qui est le cadre dans lequel l'Odin Théâtre travaille aussi. which is the frame with which Odin Theatre also works. À un certain moment, je lui dis, écoute, tu peux, si tu veux, prendre aussi mon nom. At a certain moment, I said, you can use my name. Je n'ai pas d'argent à te donner, I don't have money to give you, mais mon nom a un certain prestige. Tu peux l'exploiter. but my name has a certain prestige. You can use it. Et c'est comme ça qu'est née la Fondazione Barba Varley en 2019. And this is how Fondazione Barba Varley was created in 2019. Au début, on avait un objectif, donner des bourses d'études aux femmes. And which in the beginning had the aim of giving scholarships to women. Mais dans les propos, les objectifs de la Fondation, But in the aims of the Fondazione, nous avons souligné deux aspects. we have underlined two aspects. Que cette fondation était surtout pour les sans-noms. That this Fondazione was especially for the nameless people, Les personnes anonymes qui représentent le sel de la terre. the anonymous people that represent the soul, the Salt. soul of Le salt. the salt of the ground, De la terra. of the land, Earth. Or the earth. The earth. Earth. land. La terre, earth. Et d'un côté, au groupe de théâtre anonyme, On one side, on the theatre groups anonymous aux femmes, to women, mais aussi à d'autres artistes but also to other artists qui travaillent pour ce que j'appelle
work for what I call, Julia et nous appelons, or what Juliana and I, what we call, le théâtre est politique avec d'autres moyens, that theatre is politics with other means, les moyens de la beauté. the means of beauty. Et la beauté est toujours vulnérable And beauty is always vulnerable, et éphémère. ephemeral. Et comment travailler de manière que cette politique se manifeste à travers l'art, How to work so that this politics can manifest itself through art, avec une expérience artistique with an artistic experience qui secoue, qui fait trembler les préjugés des personnes. that moves and makes vibrate the prejudices of people. Alors, par exemple, dans cette fondation, So, for example, in this Fondazione, il y a les bourses d'études, naturellement. there are scholarships, of course, Mais il y a deux autres aspects. but there are two other aspects. Un prix que nous donnons, c'est très peu, seulement 10 000 euros. A prize that we give, which is very little, just 10,000 euros, Mais à des gens qui aident les sans-noms. but given to people that help the nameless people. Ainsi, l'année dernière, le prix est allé à 2 collectifs So last year, the prize went to 2 collectives qui se trouvent au Mexique. that are in Mexico. Un collectif de femmes journalistes qui aident à rechercher les desaparecidos, les gens qui ont disparu. A collective of journalists in Mexico that helps to find the bodies of people who have gone missing, the disappeared people. Et l'autre, c'est un collectif The other was a collective créé par des familles qui cherchent leurs chers, mari, fils, filles, qui sont disparus. created by family members who search for missing people of their family. There could be sons, husbands, or daughters. Cette année, This year, le prix est donné à un groupe d'artistes the prize is given to a group of artists en Italie et en Colombie. in Italy and in Colombia. En Italie, ce sont des artistes qui travaillent à Lampedusa, In Italy, it is a group of artists who work in Lampedusa, dans le cimetière, in the cemetery, et ensevelissent l'absence de tous les immigrants noyés dans la Méditerranée. and made visible the absence of all those who have drowned in the Mediterranean Sea. Et ils ont bâti dans le cimetière de Lampedusa des tombeaux d'une beauté extraordinaire. They made in the Lampedusa cemetery some tombs of extraordinary beauty, Mais il n'y a pas de cadavres, but there are no corpses. parce qu'il y a seulement des noms, They're just names parce que les poissons vont manger les corps. because the fish have eaten the corpses. Et l'autre moitié du prix, 5 000, va aussi à 2 artistes colombiens The other half of the prize goes to 2 Colombian artists qui, d'une manière équivalente, mais très différente, that in an equivalent but very different way rappellent l'absence des corps des desaparecidos, des gens disparus. remember the bodies of disappeared people. Dans la rivière Magdalena, en Colombie, ils ont eu bâtisse et on jette les cadavres des gens qui ont tué et qui parfois arrivent sur des plages, des petits villages sans nom. In the river of Magdalena, one throws, in a region of Colombia, one throws the corpses of people who have been killed, and they sometimes land on the Les plages des villages de la rivière. of small villages along the river. Et alors, les artistes ont bâti des radeaux immenses, immenses. Et So the artists have created some enormous rafts. avec une voile, ce sont des visages des gens disparus.
with some sails with the faces of the people who have disappeared. Et ils les font naviguer au long de la rivière. And they make them navigate along the river. Et quand ces radeaux arrivent dans une plage ou dans un petit patelin sur la côte, When the rafts arrive on a small beach along the river, les gens se réunissent et font une cérémonie. the people of the village meet and make a ceremony. C'est justement pour créer ces moments de, dirais-je, sature. On sature quand on a un blessé. This is a way of mending the wounds Que nous-mêmes, nous avons avec nous-mêmes, dans nous-mêmes, pour le simple fait de vivre dans une époque comme celle dans laquelle nous vivons. wounds that we have ourselves for the simple fact of living in an era like the era we are living through at the moment. Et pour terminer, And to finish, simplement le projet le plus grand. simply the biggest project, Je vais le nommer et il s'appelle le partage du savoir. and I will mention it. It is the sharing of knowledge. Quand j'étais jeune, When I was young, c'était tellement difficile de conquérir le savoir. it was so difficult to conquer knowledge. Moi, j'étais exclu de l'école théâtrale. I was excluded from the theatre school. Les livres étaient très chers. Books were very expensive. Il y avait pas beaucoup d'informations sur le théâtre asiatique, sur d'autres cultures. There was not much information about Asian theatre or different cultures. Il y a 60 ans, c'était vraiment le Moyen Âge. 60 years ago, it was like Middle Ages. Maintenant, il y a une telle, dirais-je, déluge d'informations qu'on presque en nostalgie du Moyen Âge. A huge of information that maybe we have nostalgia for the Middle Ages. Mais il existe encore There still exists une discrimination a discrimination parce qu'il y a des livres fondamentaux qui coûtent beaucoup d'argent because pour un some jeune aujourd'hui. fundamental books which are very expensive for a young person now. Alors, je vais bâtir un archive vivant. So I want to create a living archive. Et c'est le projet fondamental dans lequel Julia et moi, nous sommes en train de travailler. And it is the biggest project on which Julia and I are working. C'est dans la ville de Lecce, dans l'Italie du Sud, Et là c'est- où je suis né. It is in the town of Lecce in the south of Italy where I was born. Des politiciens sont d'accord avec cette nouvelle vision, Some politicians agreed on this new vision, exactement comme je ne savais pas qu'est-ce que c'était un théâtre laboratoire, mais des politiciens m'ont fait confiance au Danemark. exactly in the same way as I didn't know what a theatre laboratory was at the time, but some politicians trusted me in Denmark. La même chose, j'ai trouvé des politiciens dans cette ville qui croient dans cette réalité de l'archive vivant. The same has happened with some politicians in South Italy that believe in this vision of a living archive qui consiste en 3 aspects. that has 3 aspects, Tout ce qui est une véritable archive, all which is a real archive des expériences, des documents de l'Odin Théâtre, of the experience and the documents of Odin Theatre, de l'école d'anthropologie théâtrale, de l'ISTA, etc., of the International School of Theatre Anthropology, avec films, etc., with films, où tout est digitalisé. Les experts, les historiens, les gens de théâtre peuvent aller et rechercher. where everything is digitized and theatre people can go and research Comme un archive normal. like a normal archive. Mais il est vivant parce qu'il y a une équipe de praticiens et d'académiciens But there is also a group of practitioners and academics qui reprend tous ces documents, cette documentation, cette connaissance qui sont des symboles sur le papier who take all this knowledge, which are symbols on paper, et le transforme en une revue de théâtre and transform it into a theatre journal
le Journal of Theatre Anthropology, Journal of Theatre Anthropology. et en présentant de nouveau ces documents et en les commentant selon la nouvelle mentalité du temps. Taking all these documents and representing them and debating them, commenting them, following the spirit of the times. Ou alors faire toute une série de films sur l'anthropologie théâtrale Or make a series of films on theatre anthropology that one can. Qui sont accessibles gratuitement dans le réseau. That can be accessed freely for free on the net, internet. Et ça, avec des rencontres pratiques with practical meetings et théoriques. L'histoire va continuer à l'intérieur de cette seconde vision, au second aspect de l'archive vivante. And the ISTA will continue in the second aspect of the living archives, qui est la transmission. Which is to transmit, to pass on. Et le troisième aspect, and the third aspect, c'est quelque chose que j'ignore comment je vais le faire. Which is something which I don't know how we will do. Mais comment est-il possible de transformer How is it possible to transform cette connaissance this knowledge en expérience visuelle artistique? Into visual artistic experiences, Comme des installations interactives, like interactive installations, dans 3 grandes salles. In 3 big rooms. Une, celle qui s'appelle qui porte mon nom, et c'est l'histoire d'un immigrant italien qui a émigré en Norvège. One which has my name, which is the story of an Italian immigrant who immigrated to Norway. La seconde, c'est l'histoire de l'Odin Théâtre. The second is the story, is the history of Odin Théâtre. Et la troisième, c'est la salle dédiée au théâtre, à l'histoire d'une culture, de nouvelle culture du théâtre qui a surgi dans les années 70. The third is a room dedicated to the third theatre, to a theatre culture which was born in the 70s. Ça, c'est, dirais-je, l'épilogue de mon travail. This is the epilogue of my work. J'imagine que l'Odin Théâtre bientôt va s'évaporer. I imagine that soon Odin Théâtre will evaporate. Et moi, je vais me consacrer à cette fondation. And I will consecrate myself to this fondation. À cet archive vivant. To this living archive. Qui est le défi de comment on peut transformer la mémoire dans une espèce d'aiguille qui pénètre profondément. That is the challenge of how one can transform this experience into a needle that goes deep into les nécessités, les besoins de bâtir sa propre différence de prochaine génération. The deep need of being able to create one's own difference for the future generations. Il s'agit de bien-être. It has to do with well-being. Merci, merci. Alors on va pas faire comme ça, mais on peut faire comme ça, hein. Soyons, voilà. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage qui est extrêmement inspirant. Bon, déjà, l'Odin Théâtre était, enfin voilà, les activités de l'Odin Théâtre et tout ce que vous avez mis en place. Tu en as cité évidemment une petite partie, mais là, je crois que notre publication rejoint également tout ce qui a trait au tiers théâtre. Lorsque tu parles des nameless, des sans-noms, justement, ce qui nous a inspiré, dans ce qui, enfin, en tout cas, là je dis nous, c'est-à-dire je pense moi-même, Jean-Marie Pradier, le réseau de l'ethnocénologie, qui s'est beaucoup inspiré de l'anthropologie théâtrale. Je pense que là, il y a quand même à la fois, comme tu disais, une dimension de bien-être, de réalisation par le théâtre, par ses recherches, par le rapport à l'autre,
par les rencontres que vous avez faites dans le monde, et aussi j'allais dire, cette incarnation du politique qui est vraiment très présente. Lorsque tu dis toutes les bourses que tu vas donner à ces collectifs, à ces artistes qui incarnent une résistance politique face au monde, c'est extrêmement inspirant. On a aussi, enfin moi quand je t'entends parler, j'ai tout de suite envie de prendre mon billet d'avion pour aller à Lecce et regarder ce qu'il en est de ces archives vivantes. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention, Eugenio. Est-ce qu'on prend une question, une réflexion, Virginie? Moi, Tu dirais qualcosa qua? Sì. Nathalie, Oui, Giulia voudrait adjoindre quelque chose. oui. merci, merci. Comme toujours, no, I will speak English. Tu traduci. Comme toujours, When you tell Eugenio to speak 20 minutes, he speaks quand vous demandez à Eugenio de parler 20 minutes, much longer. mais il parle beaucoup plus longtemps. So I don't know if I have the right to say anything. Je ne sais pas si j'ai le droit d'adjoindre quelque chose. Allez-y, allez-y, allez-y. Bien sûr, Julia. There are two things which I would like to underline. Je voudrais souligner deux choses. One has to do with autonomy, Une chose, c'est l'autonomie and the other is communication. et l'autre, c'est communication. Autonomy is something which I have learned a lot within Odin Theatre as a theatre group. Autonomie, c'est quelque chose que j'ai appris à l'Odin Théâtre comme groupe. It is obvious that one has to learn to speak the language of politicians or those from whom we try to get some money to survive. C'est évident qu'on doit apprendre la langue des politiciens avec lesquels, ou les autres personnes avec lesquelles on doit communiquer pour survivre. But it is important to maintain our own autonomy in our way of thinking and doing. C'est important de maintenir, de préserver sa propre manière de penser et de faire dans son travail. Because too often I have seen how also theatre groups have fallen into the trap Parce que souvent, j'ai vu comment des groupes de théâtre sont tombés dans le piège of making projects to fit into certain grants which are given. sont tombés dans le piège de faire des projets qui avaient été esquissés de l'extérieur. And I realized today that one of the reasons that pushes me towards working with the Fondazione Et Barbavarle une des raisons qui me pousse à travailler dans la Fondation Barbavarle, is to maintain this capacity of thinking in a different way. est la possibilité, la persistance de penser d'une manière différente. And I often say when I am talking that I think with my feet. Et quand souvent je dis que je pense avec mes pieds, Because I think as an actress. parce que je pense comme une actrice. And one of the reasons why I started doing theater Et une raison pour laquelle j'ai commencé à faire théâtre, is to feel myself whole, me sentir complète, totale. which means that my feelings, my brain, my sensations, C'est-à-dire mes sensations, mes sentiments, mon cerveau, but most of all my physical impulses mais surtout mes impulsions physiques are part of a whole. à côté de la totalité, qui sont une partie de la totalité. So when I think of autonomy, I am thinking also of this capacity of giving value. Quand je pense à l'autonomie, je pense aussi à la capacité de donner valeur to this way of thinking with my feet, à cette manière de penser avec mes pieds, which is often not accepted in the world, qui souvent n'est pas accepté dans le monde, and especially in the academic world. et surtout dans le monde académique. And that is why
for instance, working with the Journal of Theatre Et c'est Anthropology, pour ça que en travaillant avec le Journal of Theatre Anthropology, which is one of the projects of the Fondazione, qui est un des projets de la Fondazione, for me it is essential to maintain pour moi, c'est essentiel de maintenir a possibility of giving voice not only to those who are used to writing, la possibilité de donner la voix non seulement à ceux qui sont habitués à parler et à écrire, but also to those that don't have this habit. mais aussi à ceux qui n'ont pas cette habitude, So to the practitioners. aux praticiens. And here comes my second point, which is to do with the communication. Et ici, il y a mon second point, communication. Which is how to maintain the communication alive, Comment maintenir la communication vivante, en vie, but underlining the differences. et souligner les différences. It is not because we become similar that we have to communicate, C'est pas pour devenir identique que nous communiquons, but because we communicate the beauty of the difference that we mais represent. pour communiquer la beauté des différences que nous représentons. The more we are different, the more we are interesting to Le each other. plus nous sommes différents, le plus nous devenons intéressants aux yeux des autres. But it is not always easy that people see the other point of view. C'est pas facile que les gens puissent voir le point de vue d'une autre personne. So if people who are used to writing, for them it's not easy to understand those who are just used to doing. Eh bien, pour ceux qui écrivent, c'est pas facile de comprendre ceux qui font seulement certaines choses. For those who feminism means to not use makeup, Pour certaines qui pensent que le féminisme signifie de ne pas utiliser du maquillage, have difficulty in understanding those c'est who, difficile de comprendre ceux ou celles qui for feminism means to use makeup. que féminisme, ça signifie se maquiller. And that is again one of the things which for me the Fondazione allows me. Et ça, c'est une chose que la Fondation me permet d'accomplir, That it allows me to create communication de créer communication between these differences. entre ces différences. And for me, this is essential. Et ça, c'est essentiel. That is something which I have always done with theatre, C'est la chose que j'ai toujours fait avec le théâtre, with my performances, avec mes spectacles, but it is also the capacity of creating situations where people can meet. mais aussi la possibilité, la capacité de créer des situations qui permettent la rencontre entre gens différents. And this happened, for instance, yesterday, Ça s'est passé hier, par exemple, when we had a meeting of our itinerant venues. et centers. Quand nous avons eu par Zoom la rencontre avec les responsables de ce que nous appelons les centres itinérants de la Fondazione Barbavalli. So in this meeting, we could see that certain centers were dedicated to theatre in prisons. Un de ces centres itinérants, c'est dédié au travail dans les prisons. Others are working in particular neighborhoods, which they called vulnerable neighborhoods. Certains travaillaient dans des quartiers, ce sont des groupes de théâtre qui travaillaient dans des quartiers qu'ils appelaient zones vulnérables. Others were making proposals of doing theatre only at late night. Certains étaient en train de faire des propositions de spectacles ou de cérémonies seulement nocturnes. And suddenly we get the idea of how theatre can be very many different things. Ça surgissait l'idée que le théâtre peut être beaucoup de choses. And so we should not speak about theatre, but about theatres.
in plural. Et c'est pour ça nous avons commencé à parler non de théâtre, mais de théâtre au pluriel. And that is also a way of creating well-being. Et ça, c'est aussi une manière de créer bien-être. Which is the acceptance and the communication Qui signifie acceptation et communication. with who is different, Avec qui est différent, but also with who is autonomous and builds their own autonomy. mais aussi avec communication avec ceux qui sont autonomes et bâtissent leur autonomie. Bravo. Ben là encore, hein. Merci. Merci infiniment, Julia, pour ces quelques mots, ces précisions. Et ça fait du bien de t'entendre aussi, justement, sur ces questions. Ce que tu as dit avec beaucoup de justesse, le théâtre, les théâtres au pluriel, je pense que ce sont effectivement une perception que nous devons cultiver, cette idée de pluralité, en fait, hein, qu'il n'y a pas un théâtre, qu'il y a des théâtres, et que voilà, cette acception et communication crée aussi du bien-être. Penser avec les pieds aussi, je trouve que c'est une vision très poétique que tu proposes. Je vois que Mathieu Ricard s'est connecté et nous l'accueillons aussi, puisqu'on va faire la transition, puisque nous sommes parfaitement dans les temps. Il est 17h pile, mais enfin, vraiment pour l'instant c'est vraiment merveilleux. Je vous remercie encore 1000 fois. Pour moi, c'était vraiment très important de vous avoir, puisque en fait, voilà, il y a des phares, comme je le disais, dans ma recherche, dans les réseaux aussi que nous avons développés. Parmi ces phares, il y a donc les activités de l'Odine. Et aussi pour moi, un autre phare, ça a été la rencontre avec le bouddhisme tibétain. Ceux qui me connaissent le savent. J'ai rencontré, donc après avoir travaillé sur le masque balinais à Bali, et après m'être rendue à l'Odine Théâtre, j'ai continué à vouloir explorer d'autres manières de voir, de faire du théâtre, d'incarner des choses qui étaient différentes. Et ces chemins m'ont mené au monastère de Setchen, au Népal, où j'ai fait une thèse de doctorat sur les danses sacrées du Tibet, qui ne sont pas des danses à proprement parler, qui font partie d'un rituel extrêmement complexe qui s'appelle le Cham. Et donc, à cette occasion, sur ce voyage-là, j'ai rencontré Mathieu Ricard. Qui m'a fait la grande joie d'accepter aussi à la fois l'invitation de cet entretien qui est publié dans le journal, qui s'appelle Practice, 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 qui est traduit par Cricri, qui est en train de faire la traduction en anglais sur un autre flux, et je la remercie énormément. Et donc voilà, Mathieu m'a fait l'amitié, la grande joie de parler aujourd'hui. Mais de toute façon, je vais te laisser la parole justement sur l'art aussi comme processus d'éveil. Mathieu, c'est à toi. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous rejoindre. Je ne sais toujours pas si je dois parler en français ou en anglais, mais comme ça a l'air d'être parti en français, est-ce que c'est une traduction simultanée ou qu'est-ce que vous préférez? Moi, c'est à la carte. Hein. En français, c'est très bien. On a une traductrice qui est complètement bilingue. Alors, allons-y en français, puisqu'on continue comme ça. Oui, donc l'art sacré, dans quel contexte est-ce que l'art et la créativité, peut-on parler de créativité dans le cadre du bouddhisme tibétain? Pour vous dire une anecdote, une fois le Dalai Lama était à Vancouver et il y avait une table ronde justement sur la créativité
avec Murray Gell-Mann, qui est un prix Nobel de physique, qui a découvert les quarks, il y avait un artiste, il y avait Eckhart Tolle, il y avait plein de gens formés, Ken Robinson, qui est un grand éducateur, et je devais être le modérateur et notamment traduire pour le Dalai Lama. J'ai bien embêté parce qu'il n'y a pas vraiment de mots précis pour créativité en tibétain. Excellent. Alors, en quoi est-ce que, disons, traditionnellement, j'en ai parlé avec un jeune lama érudit qui connaît bien l'Occident, et lui, sa vision de la créativité, ce n'est pas tout à fait la même que, disons, celle, par exemple, de l'art contemporain ou autre, où on essaie de finalement, malgré tout, d'essayer de faire quelque chose qui n'a pas été exploré jusqu'à maintenant, disons. Alors, le problème, c'est que quand il y a 25 siècles, ou un certain nombre de siècles de gens qui ont exploré d'autres choses, c'est que parfois, il ne reste pas grand-chose et du coup, on explore des choses un peu bizarres. Alors, ce lama très intéressant m'avait dit qu'en fait, la véritable créativité du point de vue du bouddhisme, de la pratique, de la voie qui mène de la souffrance à la libération de la souffrance et de l'ignorance ou de l'égarement, de la confusion mentale à la connaissance, en fait, ce qui est neuf, ça serait de se débarrasser de notre attachement extrêmement solide à la réalité des choses, de se débarrasser de la croyance à une entité personnelle, le soi, le moi, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui serait, comme Descartes disait, autonome, permanente et unique, et au contraire de créer une liberté intérieure où on est libre des états mentaux perturbateurs que sont l'animosité, le manque de discernement, l'obsession, l'arrogance, la jalousie et autres poisons mentaux. Donc, se libérer de tout ça, pour le bouddhisme tibétain, ça serait une vraie créativité parce que c'est quelque chose, disons, qui diffère de notre mode de fonctionnement habituel. Alors, comment est-ce que l'art se met en place dans le bouddhisme tibétain? Tout d'abord, il y a une très grande place pour l'art. Il y a tous les arts sacrés sont représentés, toutes les formes d'art sont représentées dans l'art sacré. Donc, Nathalie a parlé de la danse. Alors, si on songe aux danses et aux chants, par exemple d'un concert de rock ou d'une boîte de nuit, j'avoue que je n'ai pas été beaucoup dans ces endroits, mais enfin, ça m'est arrivé de rentrer 10 minutes dans une boîte de nuit, j'en suis ressorti très vite quand j'étais jeune, pas maintenant, vous vous en doutez. Et l'idée, je pense, dans ces endroits-là, c'est un peu collectivement, en fait, d'exacerber nos émotions, nos passions le plus fort possible, de les vivre le plus intensément possible. Et on pourrait dire que l'art sacré, d'une certaine façon, vise à nous libérer, au contraire, non pas à anesthésier les émotions et de faire de nous des légumes, mais à nous libérer de l'esclavage des états mentaux qui nous asservissent et qui perpétuent nos automatismes mentaux et par là même la souffrance, c'est-à-dire une attraction forcenée, une répulsion extrêmement violente, autant de choses qui finissent par de la souffrance pour soi-même et pour autrui. Alors, si l'on voit par exemple les danses sacrées qui sont chères à Nathalie, eh bien, la danse ici est parfaitement symbolique. Elle s'inscrit effectivement dans un rituel. Il y a un rituel qui est récité, donc il y a des visualisations. Les moines qui dansent se visualisent sous la forme de déité. Chaque mouvement a un sens, tous les costumes ont un sens, et on considère que pour le public qui vient souvent, c'est une forme de partage, souvent qui intervient à la fin d'une cérémonie qui dure 8 jours et 8 nuits consécutives sans interruption, c'est-à-dire que les moines se relaient la nuit pour maintenir le rituel pendant 8 jours et 8 nuits. Et le dernier jour, ils vont danser sur le parvis du monastère. Le public va venir très nombreux. Au Tibet, c'est le grand événement de l'année. Ils viennent avec leurs chevaux, ils vont camper, etc., etc. Et on considère que ça libère par la vue. Alors, encore une fois, ça libère des états mentaux afflictifs, des émotions perturbatrices, et ça nous amène à la liberté intérieure, tout comme la musique sacrée peut être une offrande musicale, mais aussi libère par l'ouïe,
comme la lecture d'un texte philosophique libère par la pensée, comme parfois des substances sacrées que vont distribuer certains lamas ou prêtres libèrent par le goût, et tout comme parfois la bénédiction d'un grand sage, d'une ermite, d'une femme extraordinaire ou d'un homme hors du commun, dit-on, libère par le toucher. Et donc, c'est le processus de libération intérieure. Également, l'art, tel qu'il est pratiqué au Tibet, s'inscrit dans ce qu'on appelle le fait de cultiver la vision pure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le bouddhisme tibétain, on distingue trois grandes approches qu'on appelle trois véhicules. On dit que le véhicule de base consiste à nous sortir du cercle vicieux des existences qui est perpétré par l'ignorance, par ces poisons mentaux, ce qu'on appelle le samsara, qui est un état profondément insatisfaisant où nous sommes une sorte d'addiction en cause de la souffrance. Et l'idée, c'est de se libérer ça. C'est un processus de libération individuelle et aussi de libération du concept de l'individu. Ensuite, quand on passe au grand véhicule, la racine de ce grand véhicule est appelée grand parce qu'au lieu d'envisager uniquement notre libération personnelle de la souffrance et de l'ignorance, on se dit, pour l'instant, je suis incapable de me libérer moi-même, encore moins les autres. Je suis comme un mendiant qui veut donner un banquet à 100 mendiants. Et donc, il faut que j'atteigne une forme de perfection qu'on appelle l'état de la bouddhéité, où toutes les parts d'ombre sont éclaircies et toutes les qualités ont été développées, donc le parfait éveil, afin d'acquérir la capacité de libérer les êtres de la souffrance. Donc, l'amour altruiste et la compassion sont les racines du grand véhicule. Et puis, troisième volet, on parle de la vision pure, qui est la racine du véhicule qui s'est particulièrement développé au Tibet, qu'on appelle le Vajrayana ou le véhicule de diamant, et qui consiste à reconnaître la pureté primordiale de l'ensemble des phénomènes. Alors, que veut-on dire par là? À savoir que bien souvent, nous discriminons dans nos perceptions entre ce qui est beau, ce qui est laid, les sons harmonieux ou discordants. Nous pensons que quelqu'un est fondamentalement mauvais ou notre ennemi, ou quelqu'un est fondamentalement bon ou notre ami. Donc, nous projetons sur des phénomènes qui sont constamment en changement nos propres projections mentales et nous cristallisons ces fabrications sur les objets en déclarant ceci est 100% désirable, ceci est 100% haïssable. Et donc, c'est une distorsion de la réalité. Donc, on peut appeler ça une vision impure, c'est-à-dire fausse ou déformée de la réalité. Donc, l'idée dans le Vajrayana, c'est de reconnaître que tout le monde phénoménal, et les êtres y compris, se manifestent à l'infini, se déploient, mais sont en même temps dénués d'existence ultime, d'existence propre. Ils n'existent pas comme des entités, disons, permanentes, autonomes, qui n'existeraient par elles-mêmes et en elles-mêmes, mais uniquement en interrelation par le jeu de l'interdépendance, une sorte de co-création par une infinité de causes et de conditions qui interagissent. Et donc, cela, par exemple, l'interaction d'une conscience humaine avec un ensemble de phénomènes extérieurs cristallise une expérience particulière qui est ma perception du monde, qui ne sera pas la même que la perception du monde d'une fourmi, d'une chauve-souris, d'un ver de terre ou d'un insecte qui a des ocelles. Et donc, chaque type de conscience rencontrant un ensemble de phénomènes va cristalliser un monde qui est le monde qu'ils perçoivent. Et la vision pure, c'est de voir qu'aucun de ces mondes n'a de réalité absolue, mais ils se manifestent, mais sont dénués d'existence propre. Ça peut paraître un petit peu philosophique, mais l'art sacré vise justement à développer cela. Comment? Par exemple, la peinture sacrée. La peinture sacrée, généralement, représente différentes déités ou divinités qui ne sont pas des entités qui existent quelque part sur un paradis à quelque distance de la Terre, mais qui représentent différents aspects
ou différentes facettes de l'éveil. Par exemple, Avalokiteshvara est l'incarnation ou l'archétype de la compassion. Tout comme le Bouddha Manjusri sera l'incarnation ou la représentation, l'archétype de la connaissance. Et donc, ces diverses déités qui sont représentées sont des supports de méditation. Et donc, le pratiquant va se visualiser, par exemple, sous la forme du Bouddha de la compassion, Avalokiteshvara. Alors, ça peut paraître bizarre quand on fait ça, parce qu'Avalokiteshvara a 4 bras, par exemple. Alors, on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça semble très exotique. Et là, on s'aperçoit que cette visualisation a un sens parce que tout est symbolique. Les 4 bras représentent notamment les 4 idées incommensurables, l'amour altruiste incommensurable, le souhait que tous les êtres atteignent au bonheur et aux causes du bonheur, la compassion incommensurable, le souhait que tous les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance, la célébration ou la réjouissance incommensurable, se réjouir de toutes les qualités, des accomplissements des êtres, et l'impartialité incommensurable, c'est-à-dire qu'on va étendre cet amour altruiste, cette compassion, cette célébration à tous les êtres, qu'ils soient proches ou lointains, qui nous traitent bien ou mal. On souhaite à l'ensemble des êtres qu'ils soient libérés de la souffrance. Donc, vous voyez, quand on se visualise sous cette forme, ce n'est pas simplement se visualiser sous la forme d'une déité quelconque, il y a un symbolisme dont le méditant doit être conscient. De même façon, l'artiste qui va peindre sur un tissu enduit de zinc, etc., comme une toile apprêtée, qui va peindre méthodiquement pendant des mois des déités qui serviront de support de méditation à un pratiquant, il doit lui-même, pendant son œuvre, tout le temps de l'exécution de cette peinture, il ou elle doit se visualiser sous la forme de la déité qu'il est en train de peindre. Il visualise que ses pinceaux sont les attributs que tient cette déité, par exemple un lotus qui symbolise le fait de naître de la boue immaculée, donc que la nature de Bouddha est présente en nous. Il va réciter le mantra de cette déité tout en peignant la déité. Et donc, il y a une adéquation entre l'artiste et puis ce qu'il est en train de peindre et sa propre pratique spirituelle. Alors, souvent, ce sont aussi des critères qui sont extrêmement bien définis, les proportions. Il y a des grilles de proportions qui sont fixes et qui s'appliquent à chaque type de déité. Alors, on peut se demander où est la créativité. Eh bien, elle tient aussi, d'une part, au fait que chaque artiste, malgré tout, exprime l'ensemble, une atmosphère dans l'œuvre, les paysages. Il y a quelque chose qui fait que chaque artiste va peindre cette déité de manière différente. Pour les danses sacrées, il en va un peu de même, mais c'est là peut-être où c'est parmi les points les plus intéressants du point de vue de la créativité, c'est que les danses sacrées du Tibet ont trouvé leur origine dans des danses sacrées qui existaient en Inde, dans le bouddhisme indien, mais elles ont été enrichies au fil des siècles au travers de grands, des lamas ou des yogis, des ascètes, des ermites, des maîtres spirituels visionnaires. Il arrivait que dans leur méditation, certains maîtres spirituels ou certains grands pratiquants aient la vision d'une terre pure où dansaient des êtres d'une certaine manière. Et après cette vision, ils ont enseigné à leurs disciples ou aux moines ou aux nonnes d'un monastère particulier à danser selon la danse qu'ils avaient vue en vision. Donc, au fil des siècles, il est arrivé fréquemment ce qu'on pourrait appeler le répertoire des danses sacrées soit enrichi de ces apports visionnaires. Et pour vous citer une anecdote, ça peut se produire même pendant l'exécution d'une danse. Il y a une histoire célèbre d'un grand maître du 19e siècle qui dansait lors d'un festival de danse sacrée au Tibet avec les autres moines. Et c'était quelqu'un qui était très avancé spirituellement. Et pendant qu'il dansait, il a eu une sorte de vision d'une danse différente et il s'est mis à danser différemment des autres.
ce qui n'a pas du tout plu à l'abbé du monastère, qui a expulsé momentanément des rangs des moines. Et en fait, il s'est avéré que c'était une vision très profonde. Et cette façon de danser qu'il avait vue en vision a été reprise ensuite et puis transmise de maître à disciple jusqu'à nos jours. Donc, il y a effectivement un aspect de création au sein de cet art sacré, mais l'idée reste toujours, encore une fois, de la liberté intérieure. Aussi, ce qui est très important dans tout cela, c'est de voir que cet art est éminemment symbolique. Par exemple, on parle beaucoup des mandalas. Alors, on voit souvent des enfants qui reviennent de l'école et qui disent, voilà, notre professeur nous a fait dessiner des mandalas. Et ce qu'ils font, ils vous ramènent un dessin avec un rond et plein de couleurs au milieu, et puis c'est un mandala. Mais en fait, et ça a été interprété en Occident par différents penseurs de façon plus ou moins fantaisiste, y compris par Jung et autres. En vérité, le mandala est une représentation de nouveau extrêmement symbolique du palais des déités que l'on visualise et qui vise à transformer notre perception de notre résidence, du monde extérieur, de l'endroit dans lequel nous évoluons. Et là encore, chaque élément du mandala est éminemment symbolique. Ce mandala est fait de lumière, ce n'est pas quelque chose de solide. Et pour vous donner un exemple, les murs du mandala sont faits de 5 couches de 5 couleurs, donc blanc, jaune, rouge, vert et bleu, qui représentent la transformation des 5 principales toxines mentales, que sont l'animosité, l'obsession, le désir obsédant, l'ignorance, l'orgueil et la jalousie, en 5 sagesses correspondantes. Par exemple, la sagesse correspondant à la haine est la sagesse de la grande égalité, dans laquelle on perçoit tous les êtres comme étant fondamentalement égaux à nous-mêmes, parce qu'ils ont tous la nature de Bouddha. La sagesse qui correspond à la purification, par exemple, de l'orgueil, est la sagesse semblable à un miroir, où on voit tous les êtres comme notre propre réflexion dans un miroir, et on voit qu'il n'y a aucune raison à voir une différence et à l'orgueil. Donc, chaque élément de ce mandala, le nombre de marches qui mènent aux portes d'entrée, le nombre de piliers, les 8 piliers représentent l'octuple noble sentier. Chaque élément est symbolique et la personne qui visualise ça va se rappeler de ces symboles. Donc, de cette façon, l'art est intimement lié à cultiver cette vision pure. Et bon, encore une fois, cette vision pure, ce n'est pas une sorte de fabrication artificielle, comme une sorte de voir la vie en rose, que l'on va plaquer sur des phénomènes qui seraient fondamentalement impurs, et on essaierait de peindre tout ça de jolie façon. En fait, c'est une aide pour, par la pratique de visualisation, retrouver ce que l'on considère comme étant la nature véritable des choses. Parce que, par exemple, une fleur n'est pas intrinsèquement belle. Elle est belle, une rose est belle pour un poème, pour une limace, c'est un bon repas, comme une salade, et pour un tigre, ça ne veut rien dire. Ça n'intéresse pas du tout. Donc, en gros, on ne peut pas dire que la qualité de beauté de la rose appartienne à la rose intrinsèquement. C'est une interaction avec une autre forme d'esprit particulier. Donc, tout cela, la vision pure, vise à redécouvrir la nature véritable des choses et à nous libérer de nos automatismes mentaux et de notre façon de distordre la réalité et en fait de retrouver la nature véritable des choses. Donc, c'est un processus finalement éminemment libérateur. Et c'est donc dans ce sens-là que l'art sacré est utilisé. Alors, la musique, je vous l'ai dit, c'est parfois une offrande, parfois quelque chose qui libère par l'ouïe, parfois il y a des musiques qui sont dévotionnelles, comme des chants d'appel ou d'hommage au Bouddha. Il y a des chants qui expriment la réalisation intérieure de celui qui chante. Beaucoup de grands ermites tibétains enseignaient en chantant.
et ils improvisaient des poèmes spirituels extrêmement profonds que parfois leurs disciples ont mis par écrit et qui étaient l'expression de leur félicité et de leur liberté intérieure. Donc tout cela s'intègre de façon harmonieuse dans l'ensemble d'une voie spirituelle qui, encore une fois, vise fondamentalement à nous libérer de la souffrance, de l'ignorance et à nous amener à la liberté et à l'éveil. Donc voilà juste quelques pensées. Alors, Nathalie me disait comment est-ce que personnellement je relie ça au fait que je sois photographe notamment. J'ai fait une dizaine de livres de photos, mais bon, je n'aurais pas la prétention de dire que la photographie pour moi est un art sacré. Simplement, je pense que certainement que ma vision de la pratique du bouddhisme m'aide à essayer d'avoir un sens de l'émerveillement devant la nature humaine, qui, quoi qu'on en dise, il y a toujours comme une pépite d'or au fond de chaque être qui parfois peut être dissimulé et tomber dans la boue. Mais pour le bouddhisme, la pépite d'or est toujours là. Il suffit de la faire sortir, de la nettoyer, de la faire briller de tous ses feux, dans ce qu'on appelle la nature de Bouddha, qui est présente en chaque être. C'est une façon de penser que la beauté intérieure de la nature humaine, la beauté spirituelle, la beauté de l'être humain, c'est aussi mettre en exergue la beauté de notre environnement, de la part sauvage du monde. Et en ce moment, je photographie beaucoup les grands espaces. J'arrive du nord du Canada, de la région de Nunavut, à photographier des merveilles. Et l'émerveillement, c'est un sentiment plus grand que nous-mêmes, qui nous fait sortir de notre ego, qui nous fait comprendre l'interdépendance avec l'ensemble de ce à quoi nous sommes reliés. Et si nous sommes émerveillés par un animal, par un paysage, par un être humain, nous allons le respecter, nous n'allons pas le détruire. Donc l'émerveillement mène au respect, le respect mène à l'idée d'être concerné par le sort de cet animal, de cet être humain, de ce paysage, de cet environnement naturel. Et si nous sommes concernés, cela mène à l'action. Et il est évident que, disons, pour un photographe ou un artiste, aujourd'hui, c'est une modeste contribution à la prise de conscience que le grand défi du XXIe siècle, dont vont dépendre tout le reste, le combat contre la pauvreté, le combat contre pour la santé, c'est le réchauffement climatique, bien sûr, et que si nous avons un émerveillement par rapport à la nature, cela peut nous inciter à essayer de la protéger au lieu de la détruire, et de telle sorte que les générations à venir diront, vous saviez, et pourtant vous n'avez rien fait. Donc c'est vraiment une trahison, et c'est l'exemple parfait de l'égoïsme et du manque de considération pour les générations à venir. Donc au travers de l'art, modestement, à mon humble niveau, par la photographie, j'ai fait un livre en français qui s'appelle Émerveillement, qui vise précisément à susciter ce sentiment en nous et peu à peu qui mène à l'action pour essayer de protéger de notre mieux cet environnement qui est si précieux. Donc voilà juste quelques bavardages pour partager quelques idées un peu décousues et merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre aéropage. Merci, merci infiniment. Alors, merci infiniment, Mathieu, cette ligne hein, que nous avons sur transformer les perceptions. On l'entendait déjà auparavant avec Genio et Julia, et c'est un de nos moteurs aussi et une de nos responsabilités en tant que chercheuse, mais aussi artiste et aussi citoyen. Tu voulais faire le lien? Oui, je voulais faire le lien parce qu'il y a des choses importantes qui ont été dites par Eugenio, Julia et Mathieu à propos de la liberté intérieure, l'équilibre intérieur, a dit Eugenio, la liberté intérieure, mais pas individualiste. Le théâtre comme rencontre, lieu de rencontre, la communication avec l'autre, avec les différences, les gens qui sont différents, qui ont des perceptions justement différentes de nous. Donc ça, c'est très important au niveau de même un aspect politique, un aspect activiste de ceux d'entre nous qui essayent de mettre en valeur justement les possibilités qui arrivent avec le théâtre.
mais le théâtre dans un sens vraiment large, et le bien-être dans un sens vraiment large aussi, comme on l'a vu. Et je voulais inviter nos contributeurs autochtones, dont Jill Carter et Floyd Fable, à parler maintenant parce que vraiment, Mathieu, I wanted to invite Jill Carter and Floyd Fable, our guests today also, because there is something really important a point to be made between Buddhism, interconnection, interrelation, l'interrelation et l'interconnexion entre toutes les forces de la vie, dont a parlé Mathieu. So Mathieu Ricard talked about that from a Buddhist perspective. And of course, in our special issue, we have contributions from Indigenous and non-Western artist scholars. And I wanted to honor Jill Carter and Floyd Fable for contributing to this issue and bringing their perspectives and sharing very generously and kindly their perspective with us, in spite of ongoing colonialism in Canada and in the world at large. So just as a political kind of, a point here, that this liberation means a lot to Indigenous people and to people who come from parts of the world where oppression and freedom is a very it's a very important word for the people who come from parts of the world where maybe there's a lot of work to be done in terms of reconciliation in Canada, for example, and of course elsewhere. So I wanted to invite Jill and Floyd because they've been here since the beginning, to share with us what they contributed to the journal, to make the connection with what Mathieu and Eugenio and Julie were saying earlier on. If you would like to, Jill, would you like to go first? Et merci Mathieu, merci beaucoup. Sure. Thank you. Just a small note, if you don't mind. Some people say that it's mostly Western Buddhists who invented this symbolism and all that. I must say that there are treatises of 500 pages in Tibetan detailing all this symbolism. So it's a very traditional way of approaching sacred art. So thank you so much. I may not be able to stay all the time because I'm taking care of my 99-year-old mother, and I took leave for a moment. Okay, so I will thank you stay so for much. a few minutes, but don't. I apologize if I have to leave at some point. We understand. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Jill, can I invite you to speak to us now? I'm so sorry, Virginie. I have to run. I was just about to type it in the chat. I have a meeting. But thank you for your wonderful words, Matao and Monsieur Baba. Thank you so much. I'm really sorry, but I can't miss this meeting. Okay, so I invite everybody to read Jill's piece. Thank you so much, Jill. Bye-bye. Bye-bye, Floyd. Bye-bye, everybody. Thank you, Jill. So Jill's piece actually opens our special issue. So I really invite everyone to read it as a way of making these connections that I was mentioning. Donc, l'article de l'essai de Jill Carter ouvre c'est le premier article dans notre, ou essai dans notre édition spéciale. So I invite everybody to read it because she's not able to stay longer, as she also has her own prior commitments. So I will ask Floyd now, Floyd Fable, a dear friend and colleague of mine, and Sabina Sveta Sen-Posvaska, I'm sorry if I'm not pronouncing your name properly, to speak now about their contribution to our special issue, if you would like to. Thank you. Okay, thank you, Virginie and Natalie and everybody. I'm going to speak for 1 minute, and then Sabina will speak for 2 minutes. Sabina was the main writer of our essay, of our collaboration together in the last few years. Sabina is from Poland, but she will introduce herself. So very quickly, last week I just finished making my 4th Sundance. We fasted and danced for 8 days. And so now I'm back at work. What we have created in the last few years is, well, it's been a work in progress for 20 years. Is a long time ago, I dreamt one of my teachers, Gotowski, he died, and we buried him on the hill where my ancestors are buried.
So there was a cross and we buried it there. And then I met Professor Ulla Nierberg, and she gave a chance to develop methods in the university system here in Canada, which is innovation, because Canada is still very much within colonial rules. And my premise is that Indigenous performance is an artistic genre and not one defined by colonial identities. So it's open to everybody. And we focus on storytelling because in the past, Indigenous people, we did not have theater, but we had sacred storytelling. And its characteristics are, they take place in a confined space and always kneeling or sitting, and gesture and sign language. Plains Indian Sign Language are the main characteristics, and use of shadows and fire. So this is the beginnings of, this is the basis of our work. And it takes place in our Indigenous community. A reserve is what it's called, within our own Indigenous structures. So this is the basic definitions and parameters of what we have been working with. Now I turn the floor over to my colleague, Sabina. So thank you, Sabina. Thank you, Floyd. Thank you, all of you. It's really, I am honored and humbled to be here and be able to share our work as part of this special issue on performance training and well-being, alongside eminent scholars and performers. I'm Sabina Sveta Sen Podstavska. I'm assistant professor at the University of Silesia and also a performer trained in Odissi dance in India. And I'm extremely grateful to Professor Eugenia Soika, who introduced me to Floyd, and to Floyd and his family and community on Poundmaker Cree Nation Reserve for sharing their teachings, stories, hospitality, and friendship. It's a great honor to collaborate with him, with Floyd, in the development of this theater process. And we've been working in between cultures towards building bridges, speaking, moving, expressing through our own performance traditions, but also searching for possible grounds where our two different cultures and traditions, performance traditions, can meet and in a kind of a respectful dialogue. So in this essay, we reflect on the workshops we collaborated on with a focus on the importance of land and community and the sacred and specialized space, and the application of Plains Indigenous Sign Language to explore this transformational and healing experience by a return to the origins and a metaphysical wholeness, and reconnecting to land, creation, and ourselves, our own selves. So all of this for the well-being of the participants. So there's a lot of work that we still have to do. I mean, this is very exciting and humbling, but also, and I look forward to it as we also are going to soon resume our on-site work as I join Floyd in a few days in Poundmaker. So I think I'll end here, but also thanking to Virginie and Natalie and the entire editorial team for this platform that you have created, your support and time. And I really look forward to reading and learning so much from all of this very exciting contributions and timely contributions. Thank you so much. Sabina, thank you so much for the beautiful image of the lake by which Floyd and you have been working. It's really amazing, this image, and it's on the cover of our special issue. So thank you so much for sharing that with us. I know you took this image, so you made the photo. Yes, thank you so much. Yes, it's very special to me, to all of us, I think, involved in the work. Thank you. Thank you. And as Floyd mentioned, Floyd is somebody who worked with Grotaki at the work center in the very, very early days. So there is this interesting connection also, of course, in terms of work and sharing and transmission and transformation. So I think these themes are very important also to
our well-being as a community of theater practitioners and theater makers. And I also wanted to introduce Angie Pin and her collaborator Ranis. Take Kay Chin, and again, I'm sorry for mispronouncing your names, probably Ranis especially, but I would love to have Angie Pin and her collaborator jump in now, because there's also a connection, because of course Gay Pin is somebody who was at the Work Center for a number of years and a very important collaborator at the Grotowski Work Center in Italy. So it's a natural connection, I think, that we can make now, also to honor her work with her collaborator Ranis. And just a very quick, not to steal the 3 minutes from Ranis, listening is an act of well-being. So today, I'm not going to speak. Please, Ranis. Hello, everyone. It's been a very great pleasure and honor to hear about all of what you have just said, and also to really look at all the titles and all the articles that have been coming up. Maybe when I was thinking about what to share for these 3 minutes, I was thinking perhaps to come from why we had this impulse of writing this article. Because I feel like if you wanted to read the article, you would be able to do so by downloading the essay. But basically, in a lot of Eastern traditions, I think, there's been a very vital relationship between artistic practice and religion. But today I'm not going to talk about religion as how we know it to be, not in the sense of like there is an omnipresent God, but religion in the sense that the etymology of the word means to bind, which is to reconnect, to reach out. So it is something that we hope to reconnect to, that maybe is lost in our daily life to life, in our daily living. And on another hand, when I was researching the word religion, I found that actually there was another meaning, which means to care for. And so it's like this temple guardian who arranges the things on the altar in a Chinese temple before the doors open for visitation. This act of making sure that everything is in its place. We practice the arts as a way of caring at the highest quality. And it's kind of like a coexisting duality where for the longest time, I think during the past, when the pandemic was happening, we felt that there was a kind of coexistence between the artistic practice, refining our technical instrument, and being a way for us to nourish the body mind or the body soul. So now I also like to share that in Chinese, there is a word for work and practice, and that word is gong. So literally how it's being written is very simple. It's one stroke and it comes down, and then there is another stroke. And someone once said this to me. In the Chinese word for work, a man is standing in between heaven and earth. The head points towards heaven, the feet is rooted onto earth, and the center line is man, and he is reconnecting to heaven and earth, and that is our daily work. It is a kind of embodiment, I think, of everything that happens in that present moment. It is a moment of presentness. So in the essay that Gapin and I wrote, we kind of want to ask, in a place without any spectators, in a place where there is no audience, can the first audience member be ourselves? Can we practice for ourselves and for heaven and for earth at the same time, simply by being in that moment of embodiment? And so we started to actually look at the process of embodiment through a very first person experience. And we tried to articulate what it's been like for us
using two primary ways, which is the work on song and also a movement practice using Tai Chi, which is also a practice written in Eastern tradition. So I hope you would read the article and maybe it would be something that is, maybe there's something that is precious in there, I hope. And thank you so much. And also the videos, thank you for also sharing videos. So there are some videos that are also connected to the special issue. And if you go online, you can watch these videos in your piece, but in other pieces as well, which is really an added bonus because we can actually watch your practice. So thank you for sharing that as well. I wanted to invite now Marco Balbidi Palma, because to continue the lineage of people connected to Grotowski on some way or another, Marco, of course, is worked very, very closely with Rena Mireska, who also and who contributed. They both contributed a piece to our special issue. So, Marco, I wanted to invite you to speak now, if you would like to. Yes, thank you, and good evening to everybody. Since the beginning, my main motivation to practice the training has been the love for the body, to trust the love, and the love of knowledge. The space of work has been becoming the space, the place where to face the day's problem and to try to answer the existential question, and where to transform and to try to find an higher understanding. So the training is an individual and a group language to dialogue and to open up the dialogue between the I that becomes you and the you that becomes I in an essential way. In my works now, I use this word like a workflow, objective workflow, and reciprocity, a continuum, that are three kinds of relationship between the shape of the training, between the participant, and between the space. The technique is a tool to put the light inside, from the outside movement to some inside of movement. And thank you to the collaboration and relationship now familiar with Rena Mireska of almost 20 years now. Rena gave me the teaching to go where I was looking for, and this love for the knowledge and to know the love. This is my contribution and my research. Thank you, Marco. And we have a lot of love to send to Rena, who couldn't be with us today, but please send her our love, and thank her again for the piece that she created for us, this audio piece that I hope you will all listen to, which is very brief, but very beautiful and very powerful and moving. So thank you again, Marco, for helping to create that piece with Rena. Thank you too, because she said always some very higher things that to continue to listen her. Oh my God. Yes. We salutate her on Saturday. Thank you. Oh, that's nice. And to hear her voice on this audio piece is also so powerful. It's also very different from what Julia was talking about, those who write and those who do. And to hear the voice of a practitioner is not the same thing as reading the words written on a piece of paper. And to hear Rena's voice is very, very, very important, I think. So that's why we wanted to keep it as an audio piece rather than a transcription, right? So yeah. I hope that you get a chance to listen to it. It's very brief, but I think it's going to be a very important part of our special issue. So thank her again for us, please. Thank you. Yeah. I'd like to invite Claire Fogel, because she's actually somebody who's writing from a North American perspective on the De Croo and Grotowski lineage, which is, really interesting. Her father studied with De Croo, so he's De Croo trained, and he taught De Croo training in Canada for many, many years, and she's inherited that knowledge. So I wanted to invite her to talk, because she also worked with people who were influenced by Grotowski as well. Thank you so much, Virginie. My name is Claire, and I'm a doctoral candidate at the University of British Columbia. Thank you so much to both Virginie and Natalie for your tremendous work on this issue. I'm so delighted and honored to be included and to be here today with all you amazing, stellar people. My article gives a brief sample of techniques developed and taught by my 4 key physical theater mentors, which cultivate a portable sense of well-being for the performer. All 4 of these mentors have roots, as Virginie mentioned, in the De Croo and or the Grotowski lineages,
and all have evolved pedagogies in the west of Canada over the past 40 years. My father, Dean Fogel, studied with DeCreux, and Linda Putnam studied with Grotowski. Kathleen Weiss studied with Linda and co-founded Tuba Physical Theatre Center with my father, blending their DeCreux and Grotowski-based work. David McMurray Smith also studied with Linda and immersed in corporeal mime through Jean Asselin and Mime Omnibus. My film documenting their collective pedagogy is attached as a link to the article. As I studied the work of my teachers, their backgrounds, innovations, techniques, and teaching styles, I gradually realized that what makes all of their pedagogies so healthy and so generative of both personal and ensemble well-being is their holistically relational methods and techniques. They teach students how to enter into relation with the self as performer, the self as character, the other as work partner, the other as audience, the others as ensemble, and with the space itself. The incremental steps of Fogel's assimilation of style process connect us to our own capacities, our relationship with the space around us and others in that space. Putnam's hunkering process of self-reflection grounds us in healthy, constructive self-knowledge, nurture, and guidance. Weiss's metaphoric technique of emblems allows actors to engage with characters from a place of body, mind, spirit integration, while McMurray Smith uses face-offs to teach us how to be deeply and vibrantly at home in front of witnesses. Though they may not be easy or comfortable in practice, all of these techniques actively cultivate performer well-being within the working process by non-coercively activating sensory awareness, imagination, honesty, and the satisfaction of participatory whole body response. I believe the comprehensive relationality of their collective pedagogy offers students healthy contextual training, as well as a lasting map or guidebook of practices which lead to well-being, portable tools to carry forward into any challenges that come, both on stage and in life. Thank you so much, you guys. Thank you, Claire. And yes, Claire has a great film, which is part of her doctoral dissertation. It's one of the chapters, so I invite you to watch it because it's connected to our special issue. Thank you for sharing that, Claire. Thank you. I see Katie, but I think it's Emmanuel. Yes, Emmanuel. I was wondering if Emmanuel can speak on the behalf of the team that created the piece that you contributed to our special issue. Yes, it will be my pleasure. You can speak in French if you want to. It's up to I you. may go in French. That's going to be easier for me. Donc, merci beaucoup à Cathy Laver et John Pert. Ils sont basés en Australie, les deux co-auteurs avec moi. En Australie, c'est le milieu de la nuit, donc on m'a demandé de prendre la parole. Moi, je m'appelle donc Emmanuel Boschu. Je travaille dans un centre de recherche en performance humaine et innovation en art du cirque. Je suis basé à Montréal. Juste avant de commencer, j'aimerais reconnaître que je suis donc à Montréal, qui est un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues avec les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. C'est important pour moi de faire cette reconnaissance puisqu'on est dans un processus de réconciliation au Canada depuis plusieurs années et ça mérite d'être dit. Donc, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. C'est super inspirant comme rencontre. Je vais être assez bref. Donc, on a fait un article, une recherche sur un programme qui s'appelle Cirquinique, un programme qui est situé au Nunavik, dans le Grand Nord canadien, donc dans la zone arctique. Un programme qui existe depuis plus de 20 ans, qui a démarré en 2002 par le Cirque du Soleil, avec lequel je travaillais à l'époque. Donc, je suis chercheur, mais aussi praticien. Donc, j'ai travaillé avec ce programme pendant de longues années. Notre article s'appelle « La décolonisation du cirque social au Nunavik ». Donc, cirque social, utilisation des arts du cirque dans un contexte d'éducation et d'intervention sociale pour faire face à toutes sortes de défis sociétaux. Donc, le programme, à ses tout débuts, a été très bien accueilli par la communauté, mais a eu un succès limité, je vais dire, par un manque de soutien de la part de communautés et une participation très sporadique de la part des jeunes au Nunavik. Et notre recherche a révélé un processus continu de décolonisation dans tous les aspects du programme, donc structurel, financier, administratif et aussi dans l'approche pédagogique et culturelle. Donc, la recherche est
extrêmement intéressante à mon avis. Bon, je prêche pour... C'est moi qui je l'ai écrit, mais bon, je vous invite à lire l'article, mais ça nous a démontré que le succès du programme qui s'appelle Cirkénique, hein, Cirkénique est un mot inuit qui veut dire lever du soleil. C'est un jeu de mots qui a été fait pour un programme de cirque, mais c'est dû à l'intervention de la communauté inuit du Nunavik elle-même dans le programme qui a guidé les partenaires ainsi que les formateurs du Sud, donc du Sud du Canada qui connaissent les arts du cirque. Donc, la communauté qui a guidé les partenaires et les formateurs dans la forme que devrait prendre la pratique d'enseignement dans le Nord, comment on devrait procéder à cette décolonisation. Donc, une fois que la communauté a pris en charge la gestion du programme, elle a stipulé, si on veut, 2 axes clés de développement. De un, développer des jeunes Inuits et leur laisser prendre les rôles de leadership pour que le programme devienne autonome. Et deuxièmement, insister sur le fait que le nouveau programme devrait inclure les aspects de la culture traditionnelle inuit dans le programme de formation, dans les spectacles et dans les performances. Donc, on est arrivé après à différentes conclusions à travers cette recherche qui a été menée à travers différentes entrevues, entre autres dans le Nord. Donc, 3 domaines clés, principalement pour former les formateurs et donc les artistes du Sud qui vont travailler dans le Nord. 3 domaines clés. De un, des cercles d'apprentissage non linéaires et non hiérarchiques. Donc, vraiment faire preuve d'énormément d'ouverture, d'acceptation, donc partager l'expertise, mais de manière non hiérarchique. Deuxièmement, un accent qui est mis sur le mentorat par les pairs, donc vraiment un échange. Et le troisièmement, donc le développement de relations étendues entre les formateurs et les apprenants qui vont au-delà de ce qui est enseigné dans les arts du cirque, donc à travers des échanges culturels partagés en dehors des ateliers. Donc, les formateurs du Sud qui vont dans le Nord vont avoir à la fois apprendre à chasser, vont apprendre à faire toutes sortes de choses avec la communauté, et ça tisse des liens. Donc, je m'arrête ici, mais je vous invite à lire l'article, programme extrêmement intéressant qui a failli, au fil des ans, s'arrêter, mais qui, heureusement, grâce à ce processus de décolonisation et ce processus d'appropriation par la communauté locale, a eu une deuxième vie et est devenu maintenant un programme phare au Canada sur comment utiliser les arts dans les communautés inuites et comment partager notre expertise du Sud, j'appelle ça comme ça, dans le Nord d'une manière très respectueuse et avec, j'entendais parler tout à l'heure d'échanges, de communication, d'empathie. Donc, cet échange-là entre communautés non hiérarchiques, d'égal à égal, est extrêmement porteuse. Donc, merci beaucoup et merci pour cette rencontre aujourd'hui qui est très inspirante. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Est-ce que je peux passer la parole maintenant à la Finlande, Paulina Huko et Riku Lakonen? Je crois que l'un d'entre eux est là. I would like Finland now to be part of our perspective. Oui, bien sûr. Merci. Thank you very much. It's me, myself. I'm just now in singular because Rico had to go. So I'm sorry for having. That. Yes. I'm happy to be here, and I'm sorry for having my camera off for until now because I've been ill for 2 days, so I'm not feeling well. I've been lying down on the sofa, so that's why. And now I'm up on the sofa, right? So thank you firstly very much for having us in your special issue, Virginie and Nathalie. It has been a great pleasure to work with you, and I'm really happy to be in this crowd. And I can say a couple of words about our article. As for myself, I'm a practicing dramaturg and a performance maker. I make what I call material theater, which is based on different types of materials, both human and non-human bodies and objects and different ways of expression. So that's what I do. But on the side, or my first profession is to be professor of theater arts. So I train actors at Tampere University, Finland. And by the way, I'm now in Helsinki, where it's above 30 degrees Celsius, and the flat is peeping hot. So basically, I'm wearing my bikini and something on top, so I don't look barbarian. So it's really hot. At Tampere University, we have what one could call somewhat a progressive actor training department. Progressive in terms of heterogeneous body of students, curriculum which
is based on critical, one could even call it a feminist pedagogy, and so on and so forth. Whereas my partner, my colleague Riku Laakkonen, who cannot be here, he's a doctoral student, doctoral researcher with us. So we actually have education up from BA to doctoral level. And Riku comes from totally different background. He's an object theater maker, object animator, and puppeteer from his background. And he has worked extensively in different social contexts and with different types of, I wouldn't call them audiences, but different types of participants. For the time being, his research focuses on weak agency and object animation made together with persons suffering from memory disorders, elderly persons living in nursing homes. So he works on object animation together with persons with memory disorders. And this is his doctoral research, which I actually invited him to sort of get together and start combining or seeing what contemporary actor training, critical actor training, which is also vocational actor training that I have to emphasize in Finland. Actors are trained to work on stage, on film, but also in our case, also in different types of societal and social contexts and with different types of audiences. So I wanted to actually see what we could learn and how we could get inspired by object animation carried out with different types of agents. And in this case, it's Riku's research and the agency that Riku's research is investigating. And so we ended up by writing, firstly, it was I think it was a dialogue, but we ended up in a more conventional article where we are basically seeing how actor training could be challenged by object animation and the very basic essential concepts of care, well-being, agency, and what else did we have? I actually had to ask Riku today, what did we write on? I've forgotten already, I'm sorry. I'm joking, but anyway. So we are suggesting conceptualization of well-being, which emphasizes the existential, relational, and artistic quality of well-being created by means and through materially oriented, object-oriented encounter between different types of embodied entities, I would say. So I don't know if it sounds complex, but if you get anything out of it, but that's basically what we are suggesting. So we start from the basics. So what is actor training and what we understand by actor training, going through a couple of experiments Riku has carried out, and then sort of observing through those experiments how we could reorient actor training or reconceptualize actor training and its overall thought. Thank you so much. We were looking forward to getting some feedback on all of the pieces, including your article, from people who are interested in this kind of work. So thank you for your contribution, and thank you to Riku as well. Can we ask Rona Mitchell then, who was also our Training Grounds editor and who's co-authored the editorial with Natalie and myself. And so we like to invite her and thank her also for all the work she's done on this publication, all her help, all her professionalism that really made it possible for everything to come together. Thank you. Well, first of all, thank you to you and to all of the authors for wonderful and very illuminating contributions to the special issue. And because of this role as associate editor for the Training Grounds materials, I've had this huge privilege to be part of and support Virginie and Natalie's vision for the journal, and then to learn from many of your work, which I've been engaging with for quite a few months now already. And that has been a real treat. So thank you
letting me learn. Maybe we can have a word from Jonathan as well eventually when you'd like to jump in, Jonathan, maybe after Rana. And we're going to close with Jean-Marie Pradier because that was our idea, right? That Yes, he would close for us. Et Christine peut-être va dire un mot sur sa contribution. Ah bah oui, pardon. Sorry. Because Cricri is so busy, I'm forgetting that she also has to speak. So we're obviously going to hear Cricri as well. Before Jean-Marie then. Okay, that sounds good. Sorry, Rana, back to you. That's fine. I'll try to keep it short. So separately from the training grounds work, I also contributed an article, and the title of that article is Not Doing Therapy, Performer Training and the Third Space. And it looks at, it's written from the position of working in the UK with a specialism in actor movement and physical theatres, and it looks at well-being in the transdisciplinary third space between performer training and therapy. So it looks at moments where we're not doing therapy, but where I would argue that we're also not doing therapy, because performer training works with the student's whole self, and that self can and does become vulnerable and destabilized and sometimes distressed. And those things can happen because of the training, and we need to think about that. And sometimes these things can happen because of things that are entirely out of our control as a teacher, like world events, but still it manifests in the students' bodies and in the spaces between us. And to me, thinking about how we engage with those moments, how we're with our students, is kind of the heart of teaching. And I've got quite frustrated over the years with asking about this and always hearing the statement, well, we're not doing therapy here, when what I needed was some tools to help me accompany the students safely through their training journey. So in the article, I draw on bell hooks and others to understand pedagogy as a relational process of being with each other. And then I look at related concepts of being with in the therapeutic fields. And I examine some examples of ways in which concepts and approaches from relational and arts therapies can be in useful dialogue with concepts and approaches in performer training, and how through this cross-fertilization we might formulate ways of being with each other and responding in third space moments of performer training in a way that's resourcing rather than depleting. And that's not just for the students, but also for teachers. And just to say also importantly, where well-being is concerned, the neoliberal capitalist pressure of reducing change to something that's an individual responsibility, and that improves productivity, the risk of that emerging is never far behind. So I'm also kind of seeking to address that by emphasizing the relational element and also by highlighting some structural factors that urgently need addressing. For example, the need, which disability studies have talked about for a long time, of really radically reimagining how we inhabit time, because we need possibilities to slow down and to pause and to rest as vital for connection and for our collective well-being. So I'm hoping that the article will be part of that conversation that seems particularly important at the moment. Thank you so much. I didn't mean not to include you at all. I was just focusing on everybody else, and you're doing this invisible labor in the back. So I just want to make sure that you get a chance now to tell us about your contribution. Peut-être que Jonathan voulait dire quelque chose? Yes, either way. Either Jonathan or Cricri. Go ahead. Whoever wants to jump in. Cricri, you go first. Thank you, Jonathan. Oh, we can't hear you, Cricri. You have to turn on your mic. For us. Oh, is that a problem? Je crois qu'elle reste du coup la traductrice, qu'on n'a pas accès à elle. That's a problem. Et je ne sais pas comment on fait. So Jonathan, why don't you go ahead and we'll try to fix that in the meantime. I will. I mean, I must say that my contribution is the most modest of everybody's in this screen. I'm so humbled to be with you. I'm the co-editor of TDPT. We founded it in 2010. It's now 13 volumes old. We have 4 issues each year. It feels
like it grows in complexity and richness every year. But all I was shadow editor on this this fantastic special issue. Thanks, Natalie and Virginie, for curating it with such energy, verve, creativity, and real tenacity as well, because it's been a challenge to get it all together. Thanks, Rana, for doing such a brilliant job on Training Grounds. And I just wanted to name James McLaughlin as well, who's been working in the background on the blog, so that we can really get an ecology here. I picked up a few words in that introduction from Natalie: interdisciplinarity, ecology, collaboration, and decentering. And I think this issue does all of those in both stylistically and in format terms, but also obviously in content. And James has put links together for us on the blog, which are free to access, and really give a sense, I think, of the richness of the materials: sound files, video files, images, and then of course a whole range of different writings. And just the last thing I wanted to say was what Julia was saying about giving voice to the practitioners. I think is absolutely right, and it's certainly something that we in TDPT have done, I hope, from year dot in terms of our growth in 2010, with the Training Ground space, which was originally meant to be what we called a back door to the journal. And then we found that term relatively offensive, in a sense that it was the front door, the side door, the back door, and coming in through the roof for all practitioner voices. And so we have a really good mix now, I think, of academic registers and practitioner registers in the journal. And I can't think of a better way that it's been expressed, that range, than in this special issue. So thank you to everybody for your contributions. I can't wait for the buzz to slowly emerge. I see that your editorial has already had 15 reads, so it's happening today, and it will continue. And I'm sure out of the 50,000 downloads that we get every year, there'll be a good number of those coming from this special issue. Thank you ever so much. Thank you, Jonathan, for all your work with us, your collaboration with us. We really appreciate it. Cricri, can we hear you now? No, we have to. Alors, on doit aller sur interprétation. Ok. En dessous, cliquer dessus et mettre. Ok. Anglais. Voilà. Yes. Yes. Yes.
Alors par contre, je crois qu'il va falloir que je remette l'audio original. Oui, voilà. Okay, I think we're back to what we started with. Yeah. Yes. Thank you so much, Cricri. And of course, you know, again, we invite everyone to check out Cricri's beautiful speaking image. And, you know, just a comment is that some of the contributors to this issue are artist scholars. They're not only artists or only scholars. There's this hybrid you know, being called an artist scholar or a practitioner scholar, a scholar practitioner, whatever we want to call it, somebody who's in between, right? In a liminal space. And many of us actually share that space. And I think that's a great hope for the future. I personally have always fought for that connection between practice and theory, because I don't think theory can live alone, you know, out in the ether. I don't think practice can live alone either, because, you know, practitioners are thinkers as well. We think with our feet, as Julie was saying, thinking in motion, as Eugenio has said before in his own writing. Thinking in motion is thinking, but it's thinking in motion. It's not thinking in the sense of just an armchair theorist, right, who knows nothing about practice. So I think we're all very aware of that, and we're all very much in support of making this connection between those who do and those who think, because those who do think in their ways, and those who think should do. Hopefully, we can invite them to do anyway. That's what we can do. That's our work. So I just wanted to say that. It's important. Jean-Marie? Yes? Yeah. We invite you to then close this wonderful event. We wanted you to be the final voice for us, because you're with us in France, and you're connected to all these wonderful people in some way through your scholarship and your work over the years. So we wanted you to have the last word. Oh my gosh. I am very In French, impressed, if you and I want, thank you very much. better. I shall be very brief. And perhaps as Nathalie asked me to speak in French, I shall speak in French. Si tu peux parler I en shall be français, il n'y a aucun brief. souci. Absolument. Bien, très bien. Parfait. Alors, premièrement, tous mes remerciements, c'est magnifique, etc. Et j'ai l'impression que ce que je vais dire n'est que l'illustration de ce qui a été dit déjà par les autres, notamment Eugenio, Mathieu Ricard, Julia, etc. Alors, je parle au nom des 3 signataires de l'article. Et je dois dire que je suis aussi un praticien et un chercheur. Alors, très brièvement, 3 points et une conclusion. Ça doit faire 2 minutes. Le premier point, c'est la particularité de notre recherche expérimentale qui est menée dans un hôpital à Saint-Denis au service de neurologie. La première particularité, c'est que les patients avec qui nous travaillons ont été frappés par ce que l'on appelle un accident vasculaire cérébral, un stroke. Et il faut savoir un peu ce que c'est, mais je ne le dirai pas, pour comprendre pourquoi cette pathologie est extrêmement difficile à saisir, à comprendre, alors qu'elle est montante dans la population, et il n'y a pas de traitement pour le moment. Il y a des possibilités par la vicariance et la suppléance d'utiliser ce que l'on appelle la plasticité neuronale, neuronal plasticity. Alors, le deuxième point, donc le deuxième pied de la particularité, c'est que cet hôpital et cette population vivent dans l'un des départements les plus pauvres de France et qu'elle est constituée en très grande partie d'immigrants, d'étrangers et d'Antillais, Antilles françaises en général. C'est donc une population extrêmement hétérogène. Deuxième point, les objectifs de cet atelier expérimental. Alors, compenser la standardisation de la médecine occidentale aujourd'hui
qui est régi par les lois du rendement industriel, c'est-à-dire, pour aller vite, le capitalisme triomphant. La standardisation, dans le cas, par exemple, de l'AVC, du stroke, fait que, premièrement, les soins sont fragmentés, cut into parts, and expertise, different expertise. Deuxièmement, on ne tient absolument pas compte de la dimension culturelle des patients. Ce qui fait que notre atelier vise à réintroduire dans une perspective ethnocénologique la culture des patients comme cela se fait à présent lentement avec ce que l'on appelle la médecine intégrative, mais qui n'est pas très bien reconnue encore, notamment en France. Ensuite, nous cherchons à favoriser la récupération des apprentissages perdus, sachant parfois que ces patients ont ce que l'on appelle une charge cognitive relativement inégale et parfois très pauvre. La charge cognitive, si vous voulez, c'est le cognitive capital that you get in your brain through apprenticeship. Bon. Ensuite, nous voulons introduire une dynamique interactive pour des patients qui sont en général isolés, y compris dans leur propre famille et par rapport à la société, puisqu'ils ont souvent un handicap visible qui les exclut. Ensuite, nous voulons introduire une dimension ludique, de plaisir dans le milieu hospitalier qui ne cultive pas cette dimension-là. Alors c'est intéressant, mais je ne veux pas m'égarer. Il y a aujourd'hui beaucoup de travaux sur la recherche du well-being through laughing, la guélotologie. Bon, mais ça, bon. Alors, ajouter aussi aux stimulations une réadaptation par la stimulation, alors là je fais attention aux mots, par la créativité. Oui, ma pauvre traductrice est un peu perdue peut-être, mais c'est pas grave. La spécificité de l'atelier, c'est que nous sommes très inspirés par, alors en ce qui me concerne, une expérience déjà très longue acquise dans le théâtre expérimental et surtout au contact de l'Odin Théâtre, d'Eugenio Barba et des sessions de l'International School of Theatre Anthropology, ISTA. Je leur dois énormément. Ce qui fait que nous ne visons pas à faire des spectacles avec les patients, mais alors je vais utiliser des termes un peu scientifiques parce qu'ils ont l'avantage d'être brefs. En utilisant des techniques de training systémiques et holistiques. Systemic and holistic training techniques. Voilà. Alors, conclusion. Notre conclusion, justement, c'est que l'opposition entre care and cure, que l'on retrouve souvent et que j'ai entendu encore, c'est une opposition culturelle typiquement occidentale, étant donné que le care fait partie du cure et notre atelier, lui, doit avoir des effets sur le plan clinique et pas seulement du bien-être. Le bien-être, si vous voulez, c'est quelquefois compris comme de l'accessoire. Voilà. I thank you very much. I'm sorry if I am too elliptic and abstract perhaps. Voilà, merci. Thank you so much. We invite Merci. everybody to read Jean-Marie Pradier's article if you want to know more. And of course, everybody else's pieces. We invite all of you and also all our audience members
to check out the special issue online, and also it will be published, of course, in print soon. I think I'm not sure when, if you know, but in any case, it's online available already. Thank you so much. I've asked for everybody to be sent a link to everybody else's piece. So in case you don't have access to the journal, I'm hoping that's possible. I've talked with Routledge, Lucy, I don't know, Jonathan, if you think I've CC'd you on that, but I've asked Lucy from Routledge to send you a link to all the articles so that you can all read each other's work, which I think is really important for this conversation to continue. Nathalie, le mot de la fin. Le mot de la fin, merci. Écoutez, c'est une très belle session, extrêmement stimulante. Je reprends ce que nous disions tout à l'heure pour transformer les perceptions et donc la société et nos rapports aux autres, à la fois humains et non humains. Je pense que ce travail a été essentiel. Cette rencontre aujourd'hui, justement, illustre ça, à la fois tant par la diversité des approches, et en même temps, à la fois une diversité et une unité dans un désir justement j'allais dire de changer le monde, mais ça y est, je me prends à rêver encore aux utopies, mais les utopies font du bien. Donc voilà, on a aussi entendu beaucoup le terme d'émerveillement et personnellement, je suis émerveillée j'étais émerveillée à vous écouter, à vous lire. Voilà, c'est le début ce n'est que le début d'une grande aventure. And we're missing some contributors. Not everybody was able to be here today. We saw Jill Carter who had to leave, but I think there were Jessica Arashko as well. So, and then those who couldn't make it because of time differences. So we wanted to thank them as well to make sure that they know that we are thinking about them, and we hope that they watch the recording of this event, which we'll make available to everyone as well, all the contributors to this event. So, merci beaucoup à tout le monde. Comme dirait Mathieu Ricard, nous sommes tous interconnectés, n'est-ce pas? That's right. We're all interconnected from now on. Well, we were before, but now we know it. Et je remercie aussi le public qui nous a suivis, puisque nous sommes sur une forme de webinaire. J'ai vu que nous étions nombreux à un moment à être là aussi tous à suivre ce webinaire, donc je souhaitais les remercier également. Je vous dis à très bientôt et encore vraiment du fond du cœur un grand merci. Merci pour votre temps. Thank you so much for your time, because I know you're all very busy. Thank you. Thank you. Merci. Take care. Au revoir. Be well. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye.